Bon, on est à Orly, dans la circonscription. Aujourd'hui, on s'envole. Oui, c'est mal de prendre l'avion, etc. Je pars en mission parlementaire. On est de retour à l'Assemblée nationale, les QAG, questions gouvernement commencent dans quelques minutes. Et on est un peu triste, enfin je suis un peu triste parce qu'en fait j'avais filmé en Guyane plein de moments, plusieurs moments, où je vous expliquais le programme de la semaine, où je vous expliquais le but de la mission et du déplacement parlementaire, etc. Et vu que je suis un peu nulle en informatique, j'ai perdu plusieurs rushs. Donc Clément, qui est derrière la caméra à cet instant précis, était très triste aussi à mon retour. Mais donc on se rattrape. Donc c'était une mission d'information de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui est ma commission, celle dans laquelle je siège, à l'initiative de mon collègue Jean-Victor Castor, qui est député de Guyane, avec David Riemann, ils sont deux députés. Et en gros, on a voté plusieurs lois depuis le début de ce mandat, dont une loi qui s'appelle le ZAN, Zéro Artificialisation Nette, qui a des objectifs très ambitieux en matière de biodiversité, notamment sur le fait de ne pas artificialiser de nouvelles terres pour construire des logements, faire des zones d'activité économique, etc., etc. Ce qui a du sens, évidemment, sur le territoire hexagonal, mais qui a une réalité totalement différente quand on parle d'un département comme celui de la Guyane, puisque, je vous le disais, on l'a vu au fil des différentes visites, la Guyane, c'est 90%, même un peu plus, de territoire qui est couvert par la forêt amazonienne. Et donc, compte tenu de la croissance démographique en Guyane, aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 300 000 habitants, mais en réalité un peu plus, avec des gens qui ne sont pas légaux, qui ne sont pas déclarés, mais donc il y a un peu plus de gens que ça, et qu'en 2030, il y en aura 600 000. Donc il va y avoir un doublement démographique qui évidemment implique que les gens qui aujourd'hui habitent sur une petite bande littorale vont avoir besoin de logements, vont avoir besoin de se déplacer, vont avoir besoin de foncier agricole pour de l'agriculture vivrière, etc., etc. Aujourd'hui, en gros, les gens habitent sur une petite bande littorale ici et le long des fleuves. Là, c'est la frontière Suriname, là, c'est la frontière Brésil. Il y a deux fleuves et donc il y a des gens qui habitent là, des gens qui habitent le long de cette frontière-là et une grosse partie des habitants qui sont sur cette bande littorale. Donc évidemment, il y a des enjeux en matière d'accès au foncier et de concurrence pour cet accès au foncier selon les différents usages agricoles, industriels, énergétiques, de logement, etc., etc., qui posent plein de questions sur l'application des lois qu'on peut voter ici à l'Assemblée nationale. Et donc c'était important pour Jean-Victor Castor de nous inviter. On était donc 3 députés à venir, un député du groupe socialiste qui s'appelle Gérard Le Seul, un député Renaissance, le président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire qui s'appelle Jean-Marc Gilési, et moi-même donc pour le groupe FI avec Jean-Victor. Le truc important à retenir, c'est qu'il y aura un rapport parlementaire très formel qui va sortir environ à la mi-novembre, après le début de l'examen du projet de loi de finances, et où vous pourrez voir un petit peu les comptes rendus des visites, etc. Ce vlog n'en est qu'une version très partielle. Je vous montre aussi, on mettra un lien dans la description, la brochure qu'on a faite avec mon équipe sur le déplacement en Guyane, c'est un peu un journal de bord qui récapitule les différentes visites. C'est pas qu'on a voulu faire une prise de vue dynamique, c'est juste qu'il pleut, donc on se rapatrie à l'intérieur. Je peux vous dire que je suis un député frustré. Parce qu'en tant qu'homme politique, en tant qu'élu aujourd'hui, en tant que parlementaire, le parlementaire n'a pas la force de frappe. Je vous remercie d'être présent. Parce que vous nous apportez un crédit avant de repartir là-bas. Aujourd'hui, on est là à l'aéroport de Cayenne
Et on va à Maripasoula, qui est donc une commune qui est très enclavée. La journée porte sur ça, sur l'étude de l'aménagement du territoire qu'il faudrait pour désenclaver une commune comme ça. On y va en hélicoptère. C'est 1 heure d'hélicoptère. Aujourd'hui, il reste un avion qui fait 17 places, qui fait un aller-retour par jour. Et Maripasoula, c'est une ville de 10 000 habitants. Donc c'est absolument impossible d'y accéder. Il n'y a pas de route pour y accéder. C'est possible de le faire en pirogue partiellement, puis pour rejoindre une autre ville où là il y a une route. Mais donc c'est plusieurs jours de voyage. Donc il y a énormément de problèmes pour l'accès à la santé par exemple, ou tout simplement pour que les gens puissent se déplacer à l'intérieur du département. Donc on va faire 1 heure d'hélicoptère, arriver à Maripasoula, on va rencontrer les autorités locales, des gens, visiter différents villages, et donc on va aussi prendre la pirogue. Donc je vais filmer tout ça. Alors en même temps, j'ai envie de vous dire bienvenue au bout du monde, bienvenue sur cette terre qui est française encore. Et quand on tourne la tête un petit peu partout, on se pose la question si on est toujours en France. Et toute cette grande forêt amazonienne, et dont certains nous disent qu'il ne faudrait surtout pas toucher parce que si on la touche, on causerait une espèce de cataclysme sur la planète Terre, vous la voyez. Et si on voudrait avoir des routes, voies ferrées ou autres possibilités, infrastructures pour se déplacer, on nous retorque à chaque fois, il ne faut surtout pas toucher la forêt parce que c'est archaïque, il ne faut pas faire les routes. Voilà. Et on espère vraiment qu'on va se faire entendre, et pas juste se faire entendre au niveau de la Guyane, mais au niveau même du président de la République, M. Macron. M. Macron qui était venu ici à Maripasoula, juste devant cette mairie, et il a osé dire, je dis franchement parce que vous êtes de la Renaissance, la première fois j'ai voté pour Emmanuel Macron, parce que je trouvais que c'était un jeune, etc., dynamique, il avait des idées pour essayer de développer la France, pas juste au niveau de l'hexagonal, mais voire au-delà. Et ce monsieur nous a dit, je ne suis pas le Père Noël. Vous n'aurez ni de route, il n'y aura pas de route, il n'y aura pas d'hôpital. Donc, ça, en disant ça, déjà, il a créé une rupture avec la Guyane. Parce que ça veut dire que ce territoire français, vous n'aurez rien de basique, je dis bien de basique, c'est même pas des choses extraordinaires, de basique sur votre territoire. Depuis que je suis né, j'ai 48 ans bientôt, rien. Vous savez ce qui se passe à l'hôpital, et là les femmes le savent mieux que moi, à chaque fois qu'une femme doit accoucher, il faut qu'elle prenne l'avion 1 mois à l'avance et qu'elle aille à Cayenne. Tous les enfants de Maripasoula aujourd'hui, ce sont des Cayennais. C'est formidable, il n'y a plus de Maripasouliens, tout le monde est né à Cayenne parce qu'il n'y a pas d'hôpital, parce que tout est trop loin, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ça n'arriverait nulle part sur le territoire français, il faut se le dire. Donc à un moment donné, il y a une musique qui tourne dans notre tête. Est-ce que ce n'est pas raciste tout ce qui se passe ? Vous voyez pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas raciste ? Parce que, excusez-moi, si vous mettez ici à Maripasoula 1000 ou 200 ou 3000 Européens avec la peau beaucoup plus blanche, la France désenclave cette partie du territoire. Nous voilà à Maripasoula, on va prendre la pirogue pour aller dans 2 ou 3 villages, constater l'enclavement. Il y a il y a des accidents de pirogue, pas beaucoup, mais c'est un fleuve qui n'est pas légal pour être navigable. Les gens ne sont pas assurés quand ils sont dessus. En réalité, tout le monde l'emprunte, puisque vu qu'il n'y a pas de route et qu'en ce moment il y a extrêmement peu de trafic aérien, sinon il n'y a pas moyen de se déplacer sur le fleuve, d'aller dans les autres villages, etc. Donc voilà. Nous attendent 2 ou 3 heures de pirogue.
Donc voilà, donc là on a notre lieu de baignade de tous les enfants. Donc là, on peut voir le projet COG qui est en train de se faire en ce moment pour dire que voilà, ça sera une solution pour l'Ouest guyanais. Moi j'ai fait une proposition la dernière fois pour apaiser la situation. Parce que ça fait un petit moment que, ça fait 4 ans que je ne vais pas dire ce projet COG. Donc là j'ai fait une proposition pour dire pourquoi vous ne mettez pas ça de l'autre côté, au lieu d'aller dans la profondeur de notre espace de vie. Votre proposition, c'est quand même que ce soit dans votre zone, enfin, dans la zone de... C'est une proposition que j'ai faite pour qu'on puisse sortir de là, qu'on puisse sortir de cette situation-là. Où est-ce qu'on va, quoi? Où est-ce qu'on va aller à la guerre? Une guerre de déforestation? Tout a été rasé. Monsieur le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni, il dit que ce n'est pas la confrontation qui va amener la solution. Allez devant la justice. Eh bien, on l'a fait. On l'a fait. Mais même la justice, il ne peut pas trancher. On est juste à côté du village Prospérité, donc sur le futur site de la CEOG, là où il y a régulièrement des heurts en ce moment, du fait de la construction de la centrale sur les terres coutumières du village et des habitants. Et donc en fait, ce que vous voyez derrière moi, c'est juste une pré-zone qui est gardée par des gendarmes, et plus loin dans la forêt, c'est là que ça va être potentiellement déforesté. Donc on a voulu venir voir sur site exactement à quoi ça ressemblait. Et pour l'instant, en fait, le site déforesté est beaucoup plus loin. Donc là, on en voit juste l'entrée. Pour l'instant, le Yopoto qui nous a expliqué le projet nous l'expliquait, il y a une petite vingtaine d'hectares qui ont été déforestés sur 140. Donc c'est toujours en cours, avec l'espoir qu'on puisse trouver un autre site d'implantation, parce que cette centrale, elle est utile aux habitants qui subissent énormément de coupures. Il y a eu déjà une 60aine de coupures cette année, donc évidemment il y a un besoin en énergie. On est passé aussi au bord de la route où il y avait une sorte de centrale temporaire mais qui est permanente, avec 7 énormes groupes électrogènes qui en cas de coupure permettent d'alimenter la ville. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une situation énergétique pérenne et tenable. Donc il faut évidemment investir, et notamment si possible en énergie renouvelable, ce qui est le cas pour ce projet, puisque c'est du solaire et de l'hydrogène, mais en définissant des sites où il y a le moins possible de conflits d'usage, ce qui là est le cas, puisqu'il y a un conflit d'usage direct avec des terres qui sont utilisées par les Amérindiens depuis très longtemps, avec des sites qu'ils considèrent comme des sites sacrés. Alors aujourd'hui on se lève très tôt, à 5 h, et on part à 6. On va à Saint-Laurent-du-Maroni, et comme il y a très peu de routes en Guyane, elles sont très très vite complètement engorgées, donc il y a des heures et des heures de bouchons. Et donc on part plus tôt pour essayer de les éviter, ou en tout cas d'en avoir un petit peu moins. Nous on a la chance de pouvoir adapter notre programme, ce qui est évidemment pas le cas des Guyanais, et qui quand ils se rendent au travail à heure fixe ont des heures et des heures de bouchons. C'est donc un autre type d'enclavement, un autre type de conséquences négatives dans la vie quotidienne des gens, du fait du manque de route, des difficultés de mobilité. Aujourd'hui on a un programme très chargé à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc je vais essayer de filmer les différentes choses qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Petits yeux, hein. Alors là, on est dans un quartier informel à Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a beaucoup de quartiers informels, c'est très difficile d'avoir un recensement de la population. C'est une ville qui est en pleine croissance démographique, il y a 3000 naissances par an, qui est soumise à beaucoup de coupures d'électricité. Il y en a environ eu 60 depuis le début de l'année 2023, donc c'est très régulier. Donc la ville est équipée en groupe électrogène pour compenser. Il y a une très grosse difficulté d'aménagement urbain ici à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc on va visiter un de ces quartiers informels avec la délégation parlementaire, parce que notre problématique ici, c'est de pouvoir avoir du foncier disponible. Il y en a très peu.
et que les gens vivent dans des bonnes conditions, parce que qui dit quartier informel, ça veut dire aussi pas de réseau d'assainissement, ne pas être relié à l'eau, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Lumina Sophie, à pied pour arriver ici. Il s'avère qu'en 2015, il y avait eu un recensement et il était annoncé 400 habitants pour la zone. Entre 2015 et maintenant, il est estimé 3000, enfin 2022. Hein. Donc ça a déjà pris x10 en l'espace de 8 ans. On est au port de Sinnamary. Beaucoup de poissons sont pêchés ici et directement envoyés dans les restaurants à Cayenne. Et le maire, l'équipe municipale, tous les pêcheurs déplorent le fait que y a un pillage en fait des eaux aux alentours par des pêcheurs qui viennent du Suriname. En tout cas des plus gros bateaux de pêche avec des filets de plusieurs kilomètres de long, alors que ici les bateaux sont limités à 12 mètres parce que c'est de la pêche artisanale et pêchent donc des moins gros volumes, et donc ils voient la ressource peu à peu pas disparaître, mais en tout cas s'amoindrir, alors qu'ils ont plein de projets pour le port. Ils voudraient faire une usine de transformation, ils voudraient pouvoir avoir une vente à la criée directe ici. Et donc il déplore ce pillage de la ressource. Il déplore aussi que ce ne soit pas davantage surveillé, contrôlé pour permettre aux pêcheurs guyanais de s'en sortir, de pouvoir avoir la même disponibilité qu'avant des poissons, de cette richesse et de ce savoir-faire qui est très important. Et il déplore aussi le manque de formation. C'était une discussion très intéressante ça, sur le fait que il n'a pas été possible ici de faire un CAP matelot, alors que c'est une compétence qui serait extrêmement utile aux gens, ou un CAP aquaculture pour développer ce savoir-faire de la pêche, pour proposer des formations aux jeunes localement. C'est esthétique. Bonjour tout le monde, on est donc dans une centrale à biomasse. C'est donc une centrale où du bois est traité pour faire de l'énergie. Ce sont des projets ici qui sont en train de se développer. On est dans une entreprise qui s'appelle Voltalia, qui a plusieurs projets en cours. Donc aujourd'hui on va visiter cette centrale à biomasse qui brûle du bois non utilisable pour faire de l'ameublement, c'est-à-dire les déchets des scieries, etc. Donc il y a des partenariats directs avec les scieries. Évidemment ici il y a une grosse production de bois. L'ONF déboise aussi pour faire des chemins dans la forêt et prélever certains arbres. Et donc tout ce déchet de bois est ici valorisé pour faire de l'énergie. On va voir, je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Je ne suis jamais allée dans une usine de biomasse, donc pour moi aussi c'est une première. Cette vapeur va avoir une énergie cinétique qui, elle, va être envoyée directement sur un élément mécanique qui est la turbine, qui va faire ensuite tourner à plusieurs tours. Et au bout de la turbine, on a l'alternateur avec un rotor et un stator qui, elle, va générer donc, le courant électrique. Et donc ensuite, on va sortir. Donc, nous, sur cette centrale, c'est 1,7 MW. On est aujourd'hui au barrage de Petit Saut qui produit en hydraulique donc 62% de la production d'énergie de la Guyane. C'est absolument phénoménal. C'est un barrage qui a été construit en 1994 et qui a mis sous l'eau des centaines d'hectares de forêt. C'est un site hydraulique extrêmement important qui produit pour beaucoup d'habitants de Guyane, qui a l'avantage d'être une énergie propre, en tout cas pas thermique. Et on visite là aujourd'hui le site avec EDF, c'est absolument passionnant et très impressionnant au niveau des machines, des savoir-faire.
Qu'est-ce qu'on fait ensuite à Petit-Saut? Donc le barrage a été créé en 1994 avec des centaines de milliers d'arbres qui sont en noyer et qui depuis restent et dont la majorité en fait se trouve sous l'eau et reste préservée. L'intérêt du projet est la valorisation de cette ressource par deux moyens en fait. Nous, on a la capacité technique d'aller le chercher. On a un produit qui est très demandé sur le territoire, qui est du bois. Pour Triton, donc on a un objectif de mise en service en 2025 avec la capacité d'une scierie, donc il sera sur la partie nord que vous avez vue, qui est une zone de transformation classique du bois, 25 000 m3 par an. On a vu une diversité d'acteurs, on a vu aussi des chasseurs, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie, la collectivité de Guyane et son président Gabriel Serville. Voilà, on a vu énormément de monde. Il y a plusieurs constats partagés que vous avez peut-être pu lire dans les notes de blog. Il y a l'enclavement et la problématique d'accès au foncier qui revient de manière systématique. Il y a le fait aussi, d'une certaine façon, que l'écologie ou la préservation de la biodiversité sont vécues de manière assez restrictive, voire punitive, parce qu'en fait, c'est une série d'interdits. Les gens ne peuvent plus chasser ce qu'ils ont chassé de manière traditionnelle pour vivre et pour se nourrir, ne peuvent plus aller faire leur abatis dans la forêt, c'est-à-dire trouver un petit lopin de terre qui est défriché puisque c'est de la forêt pour cultiver, avoir de l'agriculture vivrière. Donc, il y a aussi une vraie réflexion sur ce que peut être l'écologie avec des pratiques ancestrales, la présence de peuples autochtones sur place. Je n'étais jamais allée en Guyane, donc c'est une grande découverte. J'avais jamais même mis le pied sur ce continent, donc c'est une grande découverte. Il y a les problématiques transfrontalières, évidemment, être voisin du Brésil et du Suriname. C'est une autre situation géopolitique aussi qui doit être appréhendée pleinement par la France. Donc il y a beaucoup de colère, en tout cas, de sentiments d'éloignement, de manque d'accompagnement, en tout cas, vers un développement qui soit harmonieux, qui prenne en compte les richesses énormes du territoire guyanais, qui puisse profiter aux Guyanais et aux Guyanaises, qui, je le rappelle, je le disais dans les rushs qu'on a perdus, mais donc il y a cette question du doublement géographique et il y a la question de la précarité aussi, du moindre niveau de vie qui est environ 2 fois moins élevé en moyenne, donc des gens qui sont dans une situation de très grande précarité. Il y a un chômage très important. Chez les jeunes, c'est 50% des jeunes qui sont au chômage. Donc c'est évidemment une problématique sociale à prendre en compte et un sentiment d'injustice qui politiquement doit être accompagné. On avait, nous, des propositions ambitieuses qui reposaient sur le mouvement social qui a eu lieu en Guyane en 2017, ça s'appelle les Accords de Guyane. Notre programme, l'Avenir en commun, reposait sur ces propositions qui ont été élaborées directement par les habitants et les habitantes.